Bonjour à toutes et à tous, je suis Estelle Motion, adjointe au service économique de Jeune Afrique et ravie de vous accueillir dans ce débat exceptionnel consacré aux champions africains de la finance. Cet événement est co-organisé par Jeune Afrique, The Africa Report et l'Africa Financial Summit à l'occasion d'une double actualité. Le lancement demain de la dernière édition de notre classement des 300 champions africains de la finance et la tenue prochaine les 3 et 4 novembre prochains à Casablanca de l'édition 2025 de l'Africa Financial Summit. Mais sans plus attendre, je vous présente nos deux invités du jour, deux experts du secteur. William Kontchou, vous êtes président et cofondateur de l'Africa Financial Institution Investment Platform. C'est une société d'investissement qui incite les capitaux internationaux à miser sur le continent. Bonjour William. Bonjour. Et je vous présente également Rida Mefta. Vous êtes associé au cabinet EY, où vous êtes responsable du secteur financier en Afrique subsaharienne et directeur de l'innovation. Bonjour à vous aussi Rida. Bonjour. J'espère que vous êtes tous les deux en forme. Yes. Tout à fait. Bon, très bien, ça tombe bien, puisqu'avec mon co-animateur, donc Joël Assoko, en charge des programmes au sein du groupe Jeune Afrique, on vous a convié aujourd'hui pour débattre des résultats de notre dernier classement, mais aussi d'une question plus globale au centre des débats. Est-ce que dans le domaine de la finance, est-ce qu'on est entré dans l'ère d'une africanisation gagnante ? Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'on va publier demain, c'est notamment un classement des groupes bancaires africains les plus performants. Dans le top 5, on compte 3 banques nigérianes et 2 banques égyptiennes. Donc, aucun groupe francophone. Voilà le classement qui s'affiche. Et si on élargit au top 15, on constate qu'il y a un seul groupe francophone, Ecobank, qui pointe à la 11e position. Ça m'amène à vous poser la première question que je vais vous poser, William. Est-ce que ce résultat, il vous surprend ? Non, le résultat ne surprend pas parce que si on essaye de se replacer dans un contexte macro, l'Afrique francophone est importante par sa diversité, mais elle est faible par la taille de ses économies, juste parce qu'on a beaucoup moins de population que la population anglophone ou que la population dans le Maghreb. Donc, le fait qu'il y ait un champion de la zone francophone dans les 10 premiers, on va dire, je pense que c'est quelque chose qui reflète juste la part de l'Afrique francophone dans l'économie de l'Afrique. Donc il y a une importance, une diversité culturelle qui inflate l'importance économique réelle, mais ça ne reflète pas une sous-performance au niveau économique. Vous voulez dire que l'Afrique de l'Ouest francophone, en tout cas l'Afrique francophone, économiquement, n'est pas si importante que ça? Non, je veux dire qu'à l'échelle, donc si tu regardes la population, à l'échelle, tu as à peu près, donc CEMAC et UMOA, tu as à peu près 150 millions d'habitants. L'ensemble des deux, c'est à peu près 200 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est 250. Okay. Le Ghana, c'est 35. Le Kenya, c'est 50. Okay. La Tanzanie, c'est 50. Donc, c'est ça que ça reflète. C'est beaucoup plus ça que ça reflète. Mais le fait de notre diversité, de notre richesse, comme, j'irais par l'histoire, ça a été l'Afrique francophone, c'est, on va dire, peu de population relativement, mais dans beaucoup de pays. Donc il y a cette richesse qui fait que voilà, il y a un rayonnement qui est plus important que notre importance économique. Ok, c'est noté. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a 3 enseignements majeurs de ce classement. Le premier enseignement, ce que William vient de dire absolument, c'est l'importance de taille critique. Parce qu'il faut qu'il y ait un marché quand même important pour pouvoir surperformer ou réaliser quand même des performances financières importantes. On voit l'Égypte, on voit le Nigeria. Clairement, c'est des gros marchés. Donc, on parle de 150 millions, 100 et quelques millions. Donc, c'est quand même, il faut de la taille critique, d'où peut-être une grande question de l'intégration de l'Afrique qui va peut-être fera l'objet d'une discussion par la suite. Mais c'est un des sujets importants, c'est ce sujet-là de taille critique et d'intégration africaine. Le deuxième sujet, c'est que je voyais quand même le poids de la rentabilité, solvabilité est quand même important. Là, je vois les chiffres. Mais c'est quand même un classement qui doit être placé dans le contexte actuel, qui est contexte actuel de politique monétaire un petit peu spéciale, où il y a une hausse très importante des taux d'intérêt. On le remarque clairement en Égypte et au Nigeria, mais également dans d'autres pays de l'Afrique, mais également en dévaluation de la monnaie.
Et donc, du coup, une bonne partie des PNL, en tout cas des résultats aujourd'hui générés par les banques égyptiennes ou nigériennes ou les groupes financiers qui ont vraiment subi de l'inflation en termes de hausse de taux d'intérêt, bah, ils voient quand même une bonne partie de leurs revenus générés par les titres de trésor public et également des gains de change suite à la dévaluation de la monnaie locale. Et ça, c'est quand même un point important parce que probablement, en 2025, premier semestre, il y a quand même des changements de ces paradigmes-là en termes de changement de politique monétaire de certains pays. Donc, ça peut impacter la rentabilité de certains groupes. Si je comprends très bien, en fait, vous voulez dire ici que le contexte macroéconomique a vraiment joué sur les différences de performance entre les différents groupes, c'est ça? Absolument joué. Okay. Absolument joué. Après, je pense qu'il y a aussi... le troisième point tout à l'heure. Oui, le troisième point, peut-être pour revenir à la question, pour dire que c'est surprenant, en tout cas pour moi, de ne pas avoir des groupes panafricains ou francophones dans le classement, malgré la grande dynamique qui est observée les 3-4 dernières années. Donc il y a quand même une grande dynamique, un grand état d'esprit d'entrepreneuriat, d'acquisition des groupes, d'élargissement de groupes, de footprint dans pas mal de pays. On va évoquer ça tout à l'heure. Mais on ne les voit pas dans les classements. Ça m'interpelle parce que clairement, il paraît que ces banques-là, les banques francophones, sont encore à la recherche de modèles opérationnels ou disons de meilleures configurations de positionnement sur le marché africain à large. Donc, moi, je voulais rebondir là-dessus parce qu'il y a 2 points que ton intervention, en fait, sur lesquels ton intervention m'interpelle. Le premier, c'est en fait ce que tu as dit, qui est l'intégration et le besoin d'avoir une taille critique. Le fait qu'on réussisse à avoir un groupe bancaire dans le classement, c'est parce qu'on a une union monétaire. Et c'est parce qu'on a une union monétaire que il y a des groupes qui ont réussi à se développer tout en gardant une certaine pertinence parce qu'ils agissent globalement dans une zone monétaire qui est la même ou 2 zones monétaires qui sont très proches. Et donc, c'est grâce à l'intégration monétaire et l'intégration en fait, des systèmes bancaires qu'on réussit à avoir au moins une personne ou, si on regarde plus bas dans le classement, certains acteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose, la taille critique et l'intégration, c'est quelque chose de très important. Le deuxième point, je pense, qui est aussi très important, et ça c'est plus, on va dire, un élément, on va dire, de jugement par rapport au classement. Quand on regarde la rentabilité en fait bancaire vue pour des groupes africains et francophones dans des zones monétaires stables, ou la rentabilité vu dans des groupes monétaires où il y a une monnaie qui se dévalue, c'est quelque chose de très différent. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous mesurez en fait la profitabilité à un instant T. Si on regarde dans 5 ans, une grosse partie de ces profits aura diminué de moitié, alors que pour les groupes de zone CFA, a priori, ils seront restés équivalents. Donc, donc c'est très important parce que moi, je regardais ces classements il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Je pense que les groupes francophones étaient encore plus loin. Et si vous regardez, par exemple, moi, quand je suis arrivé sur l'Afrique il y a 15 ans, la market cap de Zenith, qui est l'un des groupes les plus importants au Nigeria, c'était 2 milliards. La taille sur le marché boursier, donc. Aujourd'hui, c'est toujours 2 milliards de dollars. Donc ça fait en 15 ans. Alors que si vous prenez en fait, la même équivalence au niveau des groupes africains, d'Afrique francophone, il y a une création de valeur qui était beaucoup plus importante. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte quand on compare les champions bancaires dans des zones monétaires stables ou dans des zones monétaires. Ok, Estelle. Oui, du coup, pour compléter ce point-là, du coup, ces groupes ouest-africains francophones, alors, du coup, vous les mettez dans la catégorie des champions ou pas? Et pourquoi? Alors, avec un peu de biais, mais beaucoup de conviction, clairement dans la catégorie des champions, pour plusieurs raisons. Quand on regarde aujourd'hui la zone monétaire, essentiellement les 2 zones monétaires, on va dire, intégrées à monnaie stable, ce sont des zones où la plupart des opérateurs ont une performance financière qui est très intéressante.
une solidité en termes de solvabilité qui est très intéressante. Et donc, c'est des groupes qui, je dirais, se sont agrandis, professionnalisés et ont permis de prendre le relais je dirais, dans pas mal de parties du financement de l'économie, y compris le financement du commerce extérieur, des anciens groupes internationaux qui étaient présents. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'émergence de ces groupes-là, c'est vraiment un succès. Et un des fondements qui a permis en fait ce succès-là, c'est le fait qu'ils aient accès à des marchés intégrés et qu'ils soient capables de se développer sans avoir à prendre en compte des réglementations beaucoup plus compliquées. Vous êtes fait deux ennemis d'ailleurs. Premièrement, vous avez défendu le marché intégré, donc grosso modo la zone CFA. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent en live auront des choses à dire par rapport à ça. Le deuxième élément, c'est que vous avez laissé entendre peut-être que le classement, et vous tous les deux d'ailleurs, que le classement changerait dans 5 ans et que la dynamique était ailleurs. Mais vous évoquiez tout à l'heure la question de dynamique durant les 3-4 dernières années. C'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure avec le fait que les banques locales, en tout cas les champions locaux, aient pris le relais. Est-ce que vous pouvez développer cet élément-là en fait? Non, mais c'est un point quand même important parce que absolument c'est des champions, parce que ces groupes panafricains, le point qui m'interpelle au début, c'est quand même la vision des fondateurs derrière ces groupes francophones. C'est quand même des gens qui ont une vision claire de développer l'Afrique et d'investir en Afrique par des fonds africains. En tout cas, ça, cette grande vision, et on voit quand même un grand travail sur cette vocation quand même importante. Le deuxième point, ce qui diffère ces groupes francophones, c'est qu'ils sont quand même présents dans pas mal de pays. Dans le classement, on voit certaines banques au Nigeria ou en Égypte, ils ne sont présents qu'en Égypte ou qu'au Nigeria. Donc, ils ne sont pas quand même présents dans plusieurs pays panafricains ou pays africains. Et donc, ça, c'est quand même une complexité quand même très importante. Le fait d'être présent dans plusieurs pays avec, même s'il y a une intégration monétaire, il y a quand même la complexité du pays lui-même, du risque pays lui-même et du contexte un petit peu économique et commercial dans ce pays-là. Et donc, au final, je pense qu'aujourd'hui, ces groupes passent par une période de 2-3 ans de transformation de leur modèle opérationnel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent juste de récupérer pas mal de banques, qu'on vient de racheter des banques, qu'ils viennent juste de créer des banques from scratch. Donc, ils sont dans cette dynamique, en tout cas, de stabilisation de modèle opérationnel en termes de SI, en termes de gouvernance, de mutualisation, de groupes, de plateformes et tout ça. Et c'est un travail quand même qui demande du temps et que dans les 3-4 prochaines années, on aura quand même des champions qui vont avoir une taille quand même critique importante. Surtout, pour moi, que l'intégration soit en dehors de la région OMOA, que ça doit inclure toute l'Afrique entière. Parce qu'on voit également aujourd'hui des groupes comme Sono, comme Coris s'intéresser également dans des pays anglophones, pas uniquement les pays purs francophones. Et ça, c'est quand même un point important parce que l'intégration doit se faire sur l'ensemble des pays de l'Afrique et pas uniquement dans ces régions-là, qui aujourd'hui, qu'on veut ou pas, ça n'a pas donné les résultats escomptés vu absolument la taille critique. Si on voit ce que les groupes, comment ils fonctionnent au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une intégration, même s'ils travaillent dans la même région. Donc il y a quand même un grand travail à faire pour faire maturer en tout cas ces groupes, et ça va demander un peu de temps. Juste pour être sûr, en fait, on a des champions, on n'a pas de champions, parce que d'un côté, on entend... on a des champions. Ils ont atteint, en même temps, on entend, il y a quand même un travail à faire. Donc les deux sont peut-être possibles, en fait, mais est-ce que vous êtes... Enfin, le travail de formalisation, de revue du modèle opérationnel à avoir, vous pensez que c'est nécessaire? On a des champions, le modèle opérationnel va changer tout le temps. Maintenant, il y a le digital. Demain, il y aura de l'intelligence artificielle. Tous les jours, en fait, moi, quand je suis arrivé sur ce secteur, j'ai vu ces banques. Certaines étaient des boutiques. Aujourd'hui, ce sont des institutions financières qui sont très respectées, qui ont un rayonnement à l'international. Le grand challenge, en fait, pour elles, je pense, c'est de pouvoir assumer à 100% toutes les fonctions qui étaient faites avant par des étrangers, notamment pour tout ce qui est métier de clearing, correspondant, trade finance. Donc là, il y a un vrai sujet parce que c'est quelque chose où les groupes internationaux
de par leur présence dans des hubs où ils ont accès au dollar ou à l'euro de manière très simple, avaient un avantage historique. Quelque part, en faisait bénéficier nos pays. Donc aujourd'hui, il y a, j'irais, une partie du schéma qui doit être complètement bâtie de nouveau. Après, quand on regarde, il y a 50 ans, la part de marché, c'était à peu près 70% avant la création des écobanques et tout ça. C'était 80% pour notre marché, c'était 80% de part de marché pour les banques internationales, 20% pour le local. Aujourd'hui, on est arrivé pratiquement à 100%. Donc ça, et on est arrivé à 100% parce que dans chacun des pays, ces banques-là ont à la fois été capables d'attirer le capital humain, ont une proximité et une connaissance du marché qui leur permettent de prendre des risques beaucoup plus en ligne avec nos économies. Donc, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'on a des champions. Ils commencent à émerger. Ils n'ont pas la même... Le fait qu'ils n'aient pas la même taille que les groupes nigérians ou les groupes égyptiens, ça, je suis totalement d'accord avec Reda, c'est parce que les économies dans lesquelles elles sont relativement petites. D'où l'importance, encore une fois, de l'intégration. Pour revenir précisément sur la question du défi de la reprise des filiales des groupes internationaux, et notamment français, qui sont partis, qui ont été repris notamment par ces groupes locaux, régionaux, ouest-africains, quel est le principal défi? Les moyens financiers, l'expertise, la gouvernance, c'est quoi le vrai gros chantier? En tout cas, tout d'abord, moi je pense que c'est quand même une opportunité historique pour les groupes panafricains. Parce que ça permet tout d'abord de consolider le secteur financier qui est déjà très fragmenté. Donc l'acquisition a été faite quand même par des groupes qu'on vient de citer aujourd'hui, Coris, Vista, Sunou et tout ça. Et donc ça, c'est un besoin quand même très important d'avoir cette consolidation et d'avoir des champions panafricains importants que plutôt disons, des petites banques fragmentées. Le deuxième point, qui est le challenge, peut-être pour rebondir à ce que disait William, c'est que il y a la taille des fonds propres de ces banques francophones est quand même relativement faible par rapport aux fonds propres aujourd'hui des grandes banques, par exemple au Nigeria ou en Égypte et tout ça. Et donc il y a un grand challenge de fonds propres supplémentaires qu'il faut injecter, parce qu'il faut savoir que ces fonds propres-là ont été faits par des initiatives privées, par des groupes privés, et donc du coup, il n'y a pas quand même des institutionnels derrière ces groupes-là. Il n'y a pas d'injection des fonds propres importants, et ça, c'est un point qui fragilise un petit peu la solidité financière à long terme, et je comprends, peut-être par la suite, on verra la question autour du financement de l'économie. Si on n'a pas assez de fonds propres, on sera dans peut-être la difficulté de s'exposer face à des risques peut-être démesurés pour assurer la solvabilité et tout ça. Et donc, il y a quand même un point important qui est lié à ce sujet-là d'augmentation de fonds propres, qui est un grand challenge, qui est vraiment un grand challenge, comparé à des banques qui pourraient avoir des supports de fonds propres des groupes internationaux qui étaient installés. Quand même, le point qui m'interpelle, et pour dire champion, pas champion, pour moi, je vois qu'il y a quand même des champions qui vont venir, mais il y a quand même un sujet important qui est l'institutionnalisation de ces groupes. Pourquoi institutionnalisation? Parce qu'on sent aujourd'hui, en tout cas, que la gouvernance, elle reste toujours centrée autour de fondateurs ou un groupe limité entourant le fondateur ou entourant un petit peu l'actionnaire principal. Et ça, c'est quand même not sustainable. C'est pas pérenne, en tout cas, comme modèle. Et c'est là où il faut quand même, là où je parlais un petit peu de grand travail de modèle opérationnel. C'est pas une question de modèle opérationnel classique, digital ou pas digital, mais c'est beaucoup plus de modèle opérationnel de gouvernance institutionnelle, où on a des organes de gouvernance au niveau de holding, parce que lorsqu'on a des groupes financiers dans plusieurs pays, et on voit l'expérience du Maroc qui ont réussi, on voit l'expérience du Nigeria dans des groupes comme UAB, Ecobank également, on a 10 holdings très bien structurés,
où il y a des fonctions mutualisées pour tous les groupes. C'est une gouvernance homogène et en harmonie pour toutes les entités du groupe. Et ça permet de structurer ces groupes autour des process, des procédures et des normes. Aujourd'hui, des structures au sein de même groupe peuvent être en compétition, peuvent avoir des pratiques complètement différentes. Et c'est là, cette phase de transition dont les groupes ont besoin de dépasser très rapidement. C'est d'harmoniser une vue globale, une institution globale, pas uniquement autour d'une personne et d'une vision de fondateur, mais autour d'une institution importante. Ok. Mais je pense que pour répondre, continuer dans ce que tu disais, Reda, et répondre à tes questions, les deux derniers mots, c'est les plus importants, c'est financement et gouvernance. Et en fait, les deux vont de pair. Ok. C'est une opportunité. Aujourd'hui, les banques qui existent, c'est des banques qui ont été créées il y a 50 ans, 100 ans, qui ont le temps d'amasser beaucoup de capital. Et donc, le vrai challenge, c'est comment est-ce qu'on va passer d'une main à une autre le capital qui a été accumulé par 100 ans dans un contexte où, on va dire, les poches de capital disponibles sont beaucoup plus faibles ou beaucoup plus éclatées. Donc ça, il y a un vrai challenge à trouver. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la solution, mais je fais confiance à la nature humaine, être capable, et aux banquiers, être capable de saisir des opportunités et de venir avec des financements qui soient des financements adéquats. Donc, je ne me fais pas trop Il y a un vrai challenge, mais je pense qu'on sera capable de le surmonter. Et le point essentiel pour être capable de le surmonter, ce sera celui d'être capable d'établir le bon système de gouvernance qui permettra d'attirer le capital. Alors, je vais revenir sur ce que tu disais sur l'institutionnalisation des groupes. On est quand même... Alors, si tu regardes par exemple un pays comme le Nigeria, la plupart des groupes, comme tu dis, ont un actionnaire privé identifié. Même si le capital le capital est diffus, il y a un actionnaire privé identifié. Il y a toujours un fondateur quelque part. De référence. Il y a toujours un fondateur ou un actionnaire de référence. Et je pense qu'en fait, il faut, on va dire, nager ou courir en relation avec notre espace. Notre espace est un espace où la pratique juridique, la pratique, on va dire, au niveau du droit des sociétés, fait que dans la fonction ou dans l'environnement bancaire, les groupes sont souvent mieux gérés ou ont des résultats qui sont meilleurs, même pour tout ce qui est compliance ou, je dirais, conformité, avec la forte implication, je dirais, d'un individu ou d'un actionnaire de référence. Donc, clairement, c'est beaucoup plus simple d'avoir des banques qui peuvent fonctionner avec un actionnariat complètement diversifié, mais dans tous les pays, on n'aura pas forcément le cadre juridique qui leur permet de se développer de manière adéquate pour répondre aussi bien à l'obligation sociétale qu'à celle de leurs actionnaires. Juste pour rebondir là-dessus, parce que, enfin, pour parler très concrètement, dans beaucoup de cas, beaucoup de ces fondateurs, beaucoup de ces grands industriels compagnies sont des gens qui ont fait de l'argent, pour parler trivialement, quelque part, et ensuite sont entrés dans la banque. Pas toujours, mais quand même, il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait de l'argent dans l'agro-business, dans l'hôtellerie, etc., et ensuite vont vers la banque. Je comprends très bien que l'argent, c'est l'argent, le capital, c'est le capital, on trouve toujours des ressources humaines ici ou ailleurs, mais c'est pas exactement la même chose de construire des complexes hôteliers que de bâtir un groupe bancaire. Hein. Je suis pas. C'est clairement pas la même chose. Et c'est pas les mêmes personnes qui. Enfin, si tu regardes les gens qui ont été les plus successful dans une certaine catégorie industrielle, c'est pas ceux qui se sont tournés et qui sont devenus les meilleurs banquiers. Okay. Je pense que l'ADN du banquier est un ADN différent de l'industriel. Il y a des gens qui ont de très bonnes réussites en tant qu'industriels, ont pu financer un groupe bancaire, mais c'est des réflexes, une discipline, un sens du business ou des affaires qui est complètement différent, celui d'être banquier ou celui d'être aux manettes ou celui d'être la personne qui supporte par le financement. Tous ceux qui ont réussi, les groupes bancaires, et pour lesquels l'opportunité de développement est quelque chose de pertinent, sont ceux qui ont réussi à s'entourer
de ressources compétentes, s'entourer aussi de partenaires financiers. Et aujourd'hui, leur challenge, c'est voilà, comment faire évoluer la gouvernance, sachant que nos environnements juridiques, en fait, comment dirais-je, dans nos environnements juridiques, c'est plus simple d'avoir cette identification personnelle parce que ça permet d'avoir des gens qui sont occupés sur des points qui sont des points très importants au niveau, et qui permettent de gérer l'environnement de façon générale. Mais en même temps, pour pouvoir continuer à se développer, récupérer les économies d'échelle dont parlait Reda, il faut de la croissance. Pour de la croissance, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, il faut desserrer la ceinture au niveau de la gouvernance. Okay. Donc c'est un peu ça le challenge. Mais tant que l'opportunité existe, il y aura toujours, et je pense que les gens sont des gens intelligents et motivés, voilà, il y aura toujours une manière de trouver un bon équilibre qui permettra de garder ce focus individuel, mais en même temps de permettre aux institutions de se développer. Oui, mais je reviens également à un point quand même important qu'il ne faut pas négliger, qui est un défi en tout cas pour ces groupes-là, c'est un peu comment constituer un réseau de correspondants quand même solide. La gouvernance, l'institutionnalisation est un élément clé pour renforcer et stabiliser et attirer pour la trade finance, absolument, pour financer le commerce international, absolument été une des questions. Et ça quand même un point important parce que à la sortie quand même des groupes internationaux, il y a eu quand même des difficultés à trouver des confirmations de LC pour parler un peu d'une manière concrète. Des confirmations de LC des correspondants étrangers, des lettres de crédit ou des lettres de garantie ou des opérations de trade finance auprès des correspondants classiques à l'international, en Europe ou aux États-Unis. Et donc les banques ont été quand même contraintes à ouvrir des relations d'affaires avec un écosystème complètement différent de correspondants. Complètement différent, c'est dans d'autres régions, en Asie, en Afrique du Nord et en tout ça. Mais le problème, que ça a généré quand même des process un peu plus longs que d'habitude pour les entreprises africaines et surtout des coûts quand même importants. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'un des grands sujets fondamentaux de la mise en relation avec des correspondants étrangers, c'est déjà la solidité financière de ces banques, deux, la gouvernance de ces banques, et trois, tout le dispositif de lutte anti-blanchiment, KYC et tous ces sujets-là. Il y a quand même un cost to serve, un coût de servir, pour servir un petit peu les entreprises africaines, et un coût quand même important en termes de process de KYC et de lutte anti-blanchiment, qui coûte de l'argent à ces banques-là et qu'aujourd'hui reflété dans les tarifications des banques correspondantes. Et donc on trouve quand même des banques correspondantes qui aujourd'hui, en face à des groupes africains, a facturé des taux quand même importants en termes de tarification, de confirmation ou autres, qu'au final, c'est le tissu économique africain qui est lésé et qui est impacté. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc tu peux voir les choses aussi de manière... regardons les choses dans l'autre sens. Marché par marché, tous ces correspondants qui... je parle des correspondants internationaux, qui ne veulent pas, parce que bon, ils ont City dans le pays, donc ils n'ont pas envie... quelqu'un n'a pas envie de faire son travail qui est d'évaluer, de discuter avec la contrepartie locale. Le jour où il n'y a plus de banque française ou de banque internationale avec qui ils ont des relations historiques, il sera obligé de faire le travail de voir dans chacun des pays et donc d'apprendre les noms qu'il y a marqués sur le tableau et de savoir... Pour Jean Rida, c'est un coût, ça, quand même. Oui, mais c'est un coût, mais c'est transitoire. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de le faire et je pense qu'une fois qu'ils le feront, il y a aussi ce qu'ils vont reconnaître, c'est que, un, c'est des gens qui sont très compétents. Deux, c'est des gens qui, la partie KYC ou lutte anti-blanchiment, ça c'est exactement, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tous ces groupes comprennent que la lutte anti-blanchiment, la conformité
ce sont des choses qui sont importantes pour leur business model. La vraie question, c'est qui décide en fait des standards. Et c'est beaucoup plus simple si vous êtes Citi ou JP Morgan de dire moi je veux travailler qu'avec 2-3 personnes. Et si en plus c'est des Européens avec qui j'ai déjà des lignes, j'ai plus besoin de travailler que d'aller à faire votre travail pour savoir qui est présent au Gabon, qui est présent au Cameroun et tout ça. Donc quelque part, on va souffrir peut-être, donc ce que tu dis sur le fait que ça peut être plus coûteux au départ, mais le sens de l'histoire, et je pense que le bénéfice des populations sur le moyen et le long terme, c'est d'avoir ces groupes locaux qui sont capables d'avoir ces relations-là, parce que nous, on a des choses, on a en Afrique, tant que l'extérieur du monde aura besoin de certains de nos produits, il faudra qu'il y ait des relations économiques et qu'ils soient obligés de commercer avec des banques dans nos pays. Donc ça, je pense que les deux ont besoin, nous, on a besoin de progresser, de s'institutionnaliser. Eux vont devoir aussi faire le travail de se dire, il y a plus Société Générale ou BNP dans chacun des pays, donc je vais devoir apprendre qui c'est Coris, NSIA, plein d'autres, et j'en passe. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a un point qui est aussi important. Pour toutes ces activités-là sont menées généralement à partir d'un hub, qui était la France, on va dire, pour les banques françaises, l'Angleterre pour les banques anglaises, ça peut être aussi Dubaï, Singapour, aux États-Unis. L'une des questions, c'est pour tous les champions africains, comment est-ce qu'ils vont se structurer de manière à avoir un hub qui va leur permettre de pratiquer leur activité de commerce international de manière... Est-ce que ces hubs-là se concrétisent pour l'instant? Est-ce que c'est Nairobi? Est-ce que c'est Johannesburg, Lagos, Abidjan? Je pense que c'est le pays qui saura être suffisamment intelligent et qui captera cette opportunité, qui réussira à faire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de place qui se dessine pour ça. Vous êtes d'accord? Parce que vous disiez il y a quelques années, William avait l'impression de dire que ça venait quand même. Vous partagez cet avis-là ou pas? Peut-être ça sera une bonne introduction au prochain sujet, mais si je veux voir le verre à moitié plein, c'est pour moi comment arriver à avoir plus d'autonomie à travers la création de la valeur intra-africaine. Okay. Parce que c'est de cette manière-là qu'on arrive à limiter cette exposition à travers le trade finance. Et si on n'arrive pas à financer l'économie africaine et que ces gens-là, au lieu d'importer, arrivent à s'approvisionner directement à partir des pays africains, ça va être encore compliqué de convaincre ces entreprises-là en termes de coûts. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est une occasion de repenser le modèle économique de nos pays, de cette dépendance par rapport à l'étranger ou en dehors de l'Afrique, et de créer la vraie valeur interne qui va réduire notre exposition. Deuxième point, pour revenir à ce point, quel serait le hub, moi je dirais que du moment qu'il y a encore un sujet autour de la monnaie de référence en Afrique, ça sera toujours compliqué de trouver le hub, parce que si on est toujours autour du dollar ou de l'euro, je crois que la bonne initiative de Afreximbank était hyper intéressante aujourd'hui dans la région. Le PAPS aujourd'hui, c'est quand même une excellente initiative. Juste pour les gens qui nous écoutent, c'est un système de paiement intégré à différentes banques centrales et banques commerciales. Voilà, qui permet de faire le netting pour des échanges, la compensation. En monnaie locale. En monnaie locale pour des pays frontaliers qui n'ont pas forcément la même monnaie. Mais c'est toujours coûteux. Oui, ok. C'est toujours coûteux. Donc moi, je connais très bien les transactions via Afreximbank. Mais anyway, c'est quand même une excellente initiative qui permet de réduire cette exposition aux devises étrangères. Et donc, du coup, au final, c'est quand même un grand boost pour financer de l'économie et de créer... moi, j'ai envie de dire que ces champions financiers doivent créer des champions locaux, industriels et autres. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à réduire, et c'est de cette manière-là qu'ils arrivent à jouer pleinement leur rôle. Pour avancer et pour changer un petit peu la zone géographique, je voudrais qu'on se penche sur le cas des banques marocaines, qui, donc, pour les trois principales, donc Attijari, Wafa, BMCE Bank et BCP, qui figurent dans
dans notre classement, total bilan et des performances et une expertise qui leur permettent d'y figurer. Cela dit, après une phase d'expansion en Afrique subsaharienne, on a l'impression qu'il y a un certain tassement. Et surtout un recentrage à domicile sur le marché marocain. Est-ce que vous partagez cette lecture, Rida, William? Moi, je partage. Alors, je vais prendre un exemple qui est très très loin, mais je pense que ça va nous permettre d'étayer la discussion. Prenez un pays qui est très sophistiqué, au système bancaire ultra développé que les États-Unis. Pour les États-Unis, le système bancaire, pour les activités de banque en fait, dont on discute, c'est un système bancaire qui est pratiquement régional. Il n'y a aucune banque sur la côte ouest qui finance des PME sur la côte est, et vice-versa. La raison, c'est que pour le type de risque en fait, qu'on demande aux banquiers de prendre, le fait d'être dans le jardin, ça permet toujours d'avoir une meilleure appétence et une meilleure évaluation du risque. Donc, je pense que ce sera compliqué pour les banques marocaines, parce que soit vous décentralisez le risque et donc vous perdez la décision de prise de risque et vous perdez en fait ce dont parlait Reda, c'est-à-dire l'intégration des process, et donc finalement ça devient une filiale très indépendante et donc de nouveau un champion régional, où vous gardez cette centralisation, mais au fur et à mesure que localement les gens se développent et se perfectionnent, vous allez avoir des parts de marché qui vont en diminuant. Donc c'est vraiment le marché bancaire. Enfin, pour les activités de banque, je dirais individuel commercial, c'est un marché qui est un marché régional, local. C'est très compliqué d'avoir et ça pose aussi la question de voilà, est-ce que il faut avoir des groupes bancaires qui soient présents partout dans l'Afrique? Est-ce que le fait d'être présent dans toute l'Afrique, ça permet d'être meilleur au niveau de la prise de risque ou ça complique les choses? Mais si on prend la photo qui est la photo à date du marché américain et qu'on se dit, voilà, comment est-ce que ça marche dans un marché qui est très compétitif, très développé avec, tous les atouts qu'il faut, le marché est régional pour moi. Mais il y a probablement également une stratégie de dérisking côté Maroc également. En termes de risque, Ouais, c'est ça? c'est limiter un peu les expositions et surtout la consommation de fonds propres parce qu'aujourd'hui, une bonne partie de ces fonds propres sont nécessaires, en tout cas pour le développement de grands projets stratégiques au Maroc, entre autres. Ok, je vois. Pour avancer sur la discussion, là, on a évoqué le commerce international. On est aussi dans un contexte de crise multiple. Enfin, il y a eu la crise de 2008, le Covid, les tensions inflationnistes. Là, il y a peut-être une crise de l'endettement public qui se profile. On a peut-être une crise du commerce international en raison de la fin aussi de la hausse des droits de douane et puis de la fin de l'aide américaine. Bref, tout ça, c'est un contexte de crise. Les banques, elles ont été résilientes. Est-ce qu'elles ont les reins assez solides pour survivre à ce contexte de crise à répétition aujourd'hui? Le principe de la banque, c'est d'être capable d'envisager, enfin le principe de la réglementation bancaire, et donc le principe du banquier qui suit bien sa réglementation bancaire, c'est d'être capable d'anticiper et de préparer pour ce type de risque. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes réglementaires qui sont des systèmes réglementaires qui sont, je pense, qui sont assez bien faits, où il y a des coussins prudentiels. Donc, le système en lui-même a, surtout avec l'expérience de 2008 et puis de 2013-14, la plupart des systèmes ont, ont inclus, on va dire, ce type de protection. Donc, moi, quelque part, je pense que j'irais plutôt dans l'autre sens. Aujourd'hui, par rapport à la taille de nos économies, leurs besoins de financement, on a peut-être un système réglementaire qui est beaucoup trop préoccupé par tout ce type de risque et qui ne permet pas forcément le développement de la même manière qui ne permet pas forcément d'accompagner le vrai potentiel de croissance qu'il y a dans nos économies. Donc les banques ne financent pas à cause des exigences et c'est pas parce que Exactement, le système réglementaire, c'est un carcan, à votre avis, tel qu'il existe aujourd'hui, dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, parce que quelque part, pour moi, on est encore trop proche de l'Europe. Alors c'est trop proche de l'Europe
pas assez des États-Unis et de l'Asie. Donc, si vous regardez en fait depuis la crise de 2008, il y a une grande divergence en fait entre l'évolution des banques, systèmes bancaires américains et asiatiques, et le système européen qui est celui, on va dire, qui est le mieux ou le plus réglementé. Donc aujourd'hui, on a un choix qui est de dire, voilà, est-ce que notre modèle, c'est plutôt un modèle américain où bah, tous les 10 ans, tous les 15 ans, on aura un choc et puis on va l'absorber. Mais entre-temps, bah, voilà, on est j'ai x2 une croissance 2 fois supérieure à celle de l'Europe. Ou est-ce que, au niveau de la société, on veut plutôt quelque chose de très sûr et puis s'assurer que, voilà, personne n'a tort, mais au total, on avance à pas de tortue. Donc, voilà, c'est quel est le modèle de société qu'on veut. Mais étant donné le fait qu'on parle d'un point qui est relativement bas en termes de niveau de développement et qu'on a vraiment des montagnes à franchir, voilà, Mais j'ai le dynamisme plutôt que la timorité. La prudence. La prudence. Ouais. Voilà. Pas l'extrême prudence. C'est votre avis aussi? Alors, peut-être avant de revenir sur la partie réglementation, la question, elle est quand même pertinente aujourd'hui. Il y a quand même une situation de crise qui est là. Il y a quand même une situation où il y a une forte pression budgétaire. Et une bonne partie des aides US ou autres, même des grands bailleurs de fonds qui sont plus là, en tout cas sur le continent. Une forte pression budgétaire, ça va accentuer le modèle économique aujourd'hui des banques depuis Covid, en tout cas. C'est que ce qu'ils collectent comme dépôt, ils essaient de le placer dans des titres publics. Ça génère de l'intérêt stable, sans risque, et ça génère également dans les pays inflationnistes de la devise. Donc ça va continuer, et ça va amener au fait à une grande réflexion de dire, je pense qu'on a encore besoin de consolidation du secteur financier et de secteurs financiers encore plus solides en termes de fonds propres. Parce que même avec ce qui se passait aujourd'hui en termes de consolidation, ce n'est pas encore assez solide et on a besoin encore peut-être d'un autre niveau de consolidation pour créer un champion à taille critique quand même importante. Et ça se joue au niveau de fonds propres. Il faut que notre capacité, c'est ça l'épaulement en fait. L'épaulement, c'est ta capacité à avoir des fonds propres solides qui peuvent absorber les chocs normaux en termes de risque normal baloise, mais également ce que prévoit BAL en termes de quotient de sécurité, entre autres, avec les différents autres risques aujourd'hui de risques environnementaux, de risques de crise et plein. Donc aujourd'hui, on n'a pas assez de groupes solides en termes de fonds propres. Quand même, un point important, il y a 2 points quand même importants, c'est qu'il n'y a pas un grand travail, là encore une fois, j'utilise le terme institutionnel, de très haut niveau, de mobilisation de l'épargne africaine. Et ça, c'est quand même un point qui m'interpelle, parce qu'aujourd'hui, les projets en termes disons, des fonds de pension africains importants gérés d'une manière vraiment institutionnelle, ou le développement des compagnies d'assurance en termes de développement. On sait très bien comment s'est développé en Europe un peu le secteur financier. C'est grâce au secteur assurantiel qui a mobilisé de l'épargne stable, qui a pu financer l'économie. 70% aujourd'hui des avoirs de la banque, des dépôts de la banque, c'est des dépôts à vue, c'est à très court terme. Elle n'aura pas la possibilité de financer de l'économie sur le continent. Et donc, si aujourd'hui, ils ont besoin quand même des fonds stables, à la fois en termes de fonds propres, mais également de l'épargne à long terme. Et ça, c'est les compagnies d'assurance qui doivent le faire. En plus des compagnies d'assurance, pardon Estelle, c'est les compagnies de réassurance, parce qu'une bonne partie de l'épargne mobilisée au niveau de l'Afrique, bah aujourd'hui, elle n'est pas réassurée, elle est cédée à des compagnies d'assurance internationales, et donc du coup, l'épargne ne reste pas en Afrique. Et ça, c'est quand même une autre manière de revoir l'épargne africaine en termes de fonds propres à travers la consolidation et de la mobilisation de l'épargne stable. Rida et William, ce sera le mot de la fin, sauf si vous voulez vraiment commenter, mais c'est en 5 secondes. Mais je pense que ce que tu dis est vraiment très important. Il y a un grand chemin à faire
pour arriver au même niveau, par exemple, que le Maroc en termes de mobilisation de l'épargne publique individuelle vers le système productif. Voilà, donc ce sera le mot de la fin, ça passe très vite. C'est déjà terminé. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à William et Rida pour la qualité des échanges. Avec Joël, on vous donne rendez-vous à tous demain sur les sites de Jeune Afrique et de The Africa Report et début novembre à Casablanca pour la FISE afin de poursuivre les échanges. À très bientôt.